Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du crash d'un F4 en Iran. C'était bien dans la nuit de jeudi, là, on était le 19 février et on a un reportage spécial au milieu de la montagne iranienne pour couvrir au plus près cette actu. Non, je déconne, attention aux fausses informations sur Internet. Et donc, du coup, je vais classer les informations dont nous disposons, comme vous le savez, autour de 3 degrés de certitude. Le premier, c'est les certitudes. De quoi sommes-nous certains? Un avion de chasse iranien s'est écrasé. Maintenant, qu'est-ce qui est probable? Il est probable qu'ils étaient 2 à bord, qu'une personne est décédée, un général, qu'ils appartenaient au 31e Tactical Fighter Squadron, qu'ils étaient en retour sur le terrain d'Hamada, toujours en probable qu'il s'agit d'un F4 et en possible, certes, probe POS, en possible qu'il avait un problème au niveau du train d'atterrissage, qu'ils ont fait une sortie de piste et donc qu'il y a eu une perte. En possible également, il y a un narratif qui sort comme quoi ce serait un tir fratricide. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo très rapidement, c'est nous allons regarder de quoi disposent les Iraniens, car comme vous l'avez vu ces derniers temps, il y a pas mal de tensions. Dans un deuxième temps, nous allons voir ces fameux tirs fratricides et vous allez voir qu'il n'y a pas que les Iraniens qui en font, même s'ils en font pas mal. Et ensuite, derrière, nous allons regarder ce que cette information nous permet de capter comme signaux faibles sur la posture iranienne à l'heure actuelle. Et ça va nous permettre de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur sur ce que vivent les militaires d'un côté comme de l'autre de la grande tension actuelle, Iran versus États-Unis. Alors, je viens tout juste de me rendre compte que porter un posé pas cassé sur cette thématique, c'est pas idéal, mais je vais pas me changer là, on enchaîne. Comme vous le savez, en Iran, avant la révolution en 79, ils étaient équipés de matériel américain. F-14, F-4, F-5. Est arrivée la révolution. Derrière, les États-Unis, ils ont fermé la maintenance. Je vous rappelle d'ailleurs que ce soit du F-35, que ce soit du Rafale, que ce soit du Sukhoi, si le pays hôte décide de couper la maintenance, ça va être plus ou moins compliqué de garder votre maintien en condition opérationnelle. Plus le matos est moderne, plus ça va être compliqué. Et on va voir d'ailleurs que chez les Iraniens, il n'y a pas beaucoup d'éjections. Et c'est peut-être directement lié, ça sera à la fin de la vidéo. Par contre, plus récemment, ils ont acheté du MiG-29, du Sukhoi 24, du J-7 et très récemment du Yak 130. Je vous rappelle que l'année dernière, pendant la guerre des 12 jours, on a vu des images de F-14, probablement plus en état de vol, parqués un peu bizarrement, qui se faisaient détruire par des drones. Mais, et là je dis bien il y a un mais, les Iraniens nous partagent régulièrement leurs accidents aériens. Et donc nous avons eu le 24 mai 2022 deux J-7 qui se sont percutés. C'est pas les seuls, je vous rappelle qu'il y a eu des L-39 avec des pilotes très connus en Ukraine qui s'étaient percutés également. Ça arrive, en France on a eu 2 Rafales qui sont percutés. On a eu ça plusieurs fois, on a eu ça dans l'armée de l'air, on a eu ça dans la marine. On a eu ça également sur Super Étendard. Donc oui, quand on fait de la patrouille serrée, ça peut vite mal se passer. Ensuite, en février 22, toujours, on a un F-5F qui a fini sur une école. L'équipage était décédé et une personne au sol également. Lors de la collision de J-7, ils étaient tous morts malheureusement pour eux. En 2019, on a eu un MiG-29 qui s'est écrasé. En 2018, du F-5. Et régulièrement, on n'entend pas parler d'éjection. En février 2023, les Iraniens nous ont montré leur base de Hogab 44, qui est la grande base souterraine, pas très secrète, tout le monde sait où elle est désormais. Et à l'heure actuelle, ils auraient environ une cinquantaine de F-4, dont un certain pourcentage qu'on ne connaît pas, en état de vol. Alors, petit retour d'expérience personnelle, j'ai pas mal volé au large de l'Iran, j'ai jamais détecté un avion iranien au radar, j'ai jamais intercepté un avion iranien, par contre, leurs drones étaient présents. Et pourquoi est-ce que les Iraniens ont beaucoup investi sur des drones, beaucoup investi sur des missiles? C'est en grande partie à cause des gardiens de la Révolution. Pourquoi? Parce que ces derniers ont cherché à marginaliser en fait l'armée de l'air, ont expliqué que l'armée de l'air ne pouvait pas défendre un pays aussi grand que l'Iran et donc qu'il fallait développer les drones, qu'il fallait surtout développer les missiles. Et les missiles dont on a entendu parler pendant ces dernières années. Maintenant, pour eux, ces missiles ont une capacité de dissuasion, une capacité de frappe qui est largement meilleure que celle de l'armée de l'air. Ça leur a permis en fait de s'étendre un petit peu partout dans le pays. On voit effectivement que c'est plutôt efficace et si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo dans les prochains jours sur comment est-ce que j'organiserais la défense de l'Iran si c'était mon travail et si effectivement on était au milieu de l'Iran.
Maintenant, on va revenir à cette théorie du friendly fire, le tir fratricide. Certains disent que le F4 a été touché, a été endommagé par un tir fratricide, qu'il est ensuite revenu vers la piste, qu'il n'a pas pu sortir son train d'atterrissage et qu'il s'est écrasé. Donc ça, c'est une source journalistique d'expertise iranienne. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que c'est possible, hein, c'est crédible comme théorie. Pourquoi? Parce que fonction du type d'armement qui vous touche, la charge militaire est plus ou moins forte. Sur un petit missile de défense de poing, la charge militaire ne va pas forcément détruire votre F4. Si c'est un S-300, un S-400, oui, c'est fini pour vous. Du Patriot, c'est fini pour vous. Maintenant, un petit missile, la charge militaire n'est pas énorme et c'est donc possible. Maintenant, les tirs fratricides, il y en a eu pas mal dans l'histoire, et dans les deux sens. Si vous prenez 1972, vous avez l'USS Worden, un bateau, qui a été touché par 2 missiles Shrink tirés par des F-105. Le bateau les avait allumés radar, ils ont cru que c'était un ennemi, il n'était pas au bon endroit, on pourra en parler si vous voulez dans une vidéo dédiée. Bref, le navire avait été touché par des avions de l'armée de l'air américaine. On a dans l'autre sens le Vincennes, très connu, qui a battu l'Iran Air 655, un Airbus A300, c'était en 1988. Les Iraniens, eux, ce coup-ci, ont abattu, rappelez-vous, en janvier 2022, à 737 ukrainiens avec de nombreux Canadiens à bord. Et c'était 2 missiles qui partaient donc d'un système de défense de pointe Thor M1. Il a fallu 2 missiles. Après le premier, l'avion, le 737, arrivait encore un petit peu à voler. 176 morts. Mais vous avez également, d'un point de vue militaire, les Américains qui ont fait des erreurs, dans un sens comme dans l'autre, avec des Patriotes qui ont abattu un Tornado en 2003 lors de l'invasion de l'Irak, avec un F-16 qui a ouvert le feu sur une batterie Patriote avec son arme et qui a détruit leur radar, et avec un Patriote qui a abattu un F-18, encore une fois, en 2003. Donc ça arrive. Et plus récemment, on en avait parlé sur la chaîne, en août 2024, Moonfish, très connu, pilote de F-16 américain, abattu possiblement par un Patriote. Et en décembre 2024, le Gettysburg qui engage non pas un, mais 2 F-18 en retour, en phase d'appontage sur le porte-avions. Ils sont en longue finale pour se poser de nuit. Ils abattent le premier F-18. L'équipage a survécu parce que le nav en place arrière a tiré la poignée d'éjection. Moi, je pense que perso, je serais mort parce que j'aurais jamais eu la présence d'esprit de faire une éjection préventive à côté de ma propre frégate. Et par contre, ils ont engagé le F-18 de derrière. Et lui a réussi à éviter le missile. Il a vu son collègue se faire abattre. Il est passé en mode ninja. Il a réussi à éviter le missile. Donc cela arrive, il faut s'en méfier. Si vous suivez la chaîne, on en parle depuis des années. Le tir fratricide est un danger. Maintenant, dans le cas de l'Iran, ça nous apprend 2-3 petits points. Le premier point qu'on apprend, c'est cette volonté de revenir au terrain plutôt que s'éjecter. Et on a vu les autres accidents. On connaît la difficulté de maintien en condition opérationnelle d'une flotte qui ne vous autorise plus à accéder à des pièces de rechange. Les avions américains ont des sièges plutôt américains, ou en tous les cas occidentaux. Je ne serais pas étonné en fait que les Iraniens n'aient pas une grande confiance dans leur siège éjectable. À partir de là, vous allez soit mourir, soit essayer de ramener votre avion à tout prix. Ça va jouer sur votre prise de décision, sur votre appétence pour le risque. Vous préférez des fois ramener l'avion que tirer la poignée d'éjection avec un vieux siège ou un siège qui ne fonctionne pas bien ou qui a été mal entretenu depuis 50 ans. Premier point. Donc on voit cet impact des fois décisionnel sur des problèmes de maintenance. Deuxième point, et c'est celui-là qui m'intéresse le plus, à l'heure actuelle, si on veut faire un peu dans le stéréotype, sur des porte-avions américains, ils sont en soirée burger. Alors que côté iranien, ils ne savent pas trop quand ça va arriver. Donc vous avez peut-être cette anxiété au niveau des opérateurs. On l'avait vu en 2020, janvier 2020, quand ils avaient abattu le 737. Là, je ne serais pas étonné voilà, qu'ils soient un petit peu tendus, et ça joue, ce qu'on vous a expliqué ces derniers jours, sur la RH, ça joue sur les tensions, et ça permet d'ouvrir des fenêtres d'opportunité en fait, pour l'attaquant, pour les Américains, s'ils souhaitent attaquer. Parce qu'en fait, vous fatiguez les défenseurs adverses, vous les poussez à faire des erreurs, vous les poussez à faire des fautes. Autre point intéressant que ça nous apprend, il y avait un général qui faisait du vol de nuit. Je vous avoue que c'est pas banal, on voit rarement des généraux faire du vol de nuit. Donc maintenant, ils ont une architecture et une hiérarchie un petit peu différente en Iran, mais quand même, ça mérite d'être mis en avant. Soit c'est qu'ils n'ont des pilotes opérationnels qui sont que des personnes qui ont beaucoup d'années parce qu'ils n'ont pas pu former des jeunes, soit eh bien, c'est qu'ils ont une culture un petit peu différente. Mais encore une fois, ce n'est pas une armée qui fait 200 heures par an
par pilote. Donc c'est quand même un point remarquable au sens premier du terme. Maintenant, si vous suivez un petit peu toutes les tensions dans la zone, vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a des tensions entre les Britanniques et les Américains autour de Diego Garcia. Diego Garcia est la base de Fairford, dont les Américains aimeraient bien pouvoir disposer pour leur flotte de bombardiers, mais qui ne peut être utilisé pour des frappes contre l'Iran sans la signature du Royaume-Uni. Toujours les problèmes de relations géopolitiques. Et il y a des petites tensions à cause justement des îles Chagos. Bref, un petit truc à suivre, car la grande question est où est-ce que les Américains pourraient-ils poster leurs bombardiers s'ils comptent attaquer l'Iran? Fairford est à 2300 miles de la côte est de l'Iran. Diego Garcia en est à 2500 miles, là où, s'ils décollent, par exemple les B-2 des États-Unis, ils ont 3 fois cette distance presque à parcourir. En définitive, un petit événement comme ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair, de ressentir qu'il y a forcément des tensions. Cette notion de tir fratricide, probablement pas sortie de nulle part. De voir également qu'ils mettent des généraux dans les cockpits sur du vol de nuit et de voir également qu'il y a peut-être un peu de réflexion avant de tirer sur la poignée d'éjection. Dans les prochains jours, on vous a préparé une vidéo sur le Rafale Marine pour l'Inde. Encore une fois, rien n'est signé, mais ça va dans la bonne direction et c'est normal que ce type de programme mette du temps à se construire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'interview de 90 minutes de Monsieur Flynn, pilote d'F-35, qui a eu la chance de présenter le CF-18, mais également le F-35 au Salon du Bourget, et qui essaie de nous expliquer un petit peu ce qu'on ne comprend pas bien sur la furtivité, car d'un point de vue tactique, pour faire très simple, ça vous permet d'éviter la menace, ce qui est quand même quelque chose d'assez utile quand vous voulez attaquer l'adversaire. Dernier point, si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'il faut que j'aille sur la planche à dessin et que je vous prépare comment l'Iran pourrait faire d'un point de vue militaire face aux États-Unis? Je ne vous cache pas ma crainte, moi, si j'étais opérationnel américain au large de l'Iran actuellement, ça serait que l'Iran décide que la meilleure défense soit l'attaque. Pourquoi? Parce que comme ce qu'on explique depuis des semaines, la fenêtre d'opportunité, le premier qui attaque a forcément un avantage. C'est initialement avantage à l'attaquant. Pourquoi? À cause des règles d'engagement, qui à l'heure actuelle sont des règles d'engagement en temps de paix, voire temps de crise, mais ne sont pas des règles temps de guerre où tu tires sur tout ce qui traîne. Et il y a un avant et un après l'ouverture du feu. Et généralement, celui qui subit l'ouverture du feu va prendre quelques pertes, le temps de changer de posture. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre boutique. On a toute la gamme posée, pas cassée. Et sinon, on a les préventes d'Au-delà du leadership, un livre qui, j'espère, devrait vous plaire. Et on a 551 patchs pour les premiers qui commandent. À très vite, fly safe.